Dans l'ensemble, je suis quelqu'un de très gentil et si les gens retiennent ça de moi, ça me suffit et un jour, j'y allais, je pars à la montagne, je sais où je veux aller, je connais bien le coin, je vais aller là, là, là. J'ai dit: «Allez, c'est parti», avec des passages à 2 700 mètres d'altitude. Je comprends rien à tout ça, hein. J'arrive, voilà, avec la bite et le couteau, je sais rien du tout. Je capte pas, je dis: «Mais pourquoi je me sens pas bien et tout?» Je dis: «C'est l'altitude qui me fait ça». Le cœur qui battait, j'avais l'impression qu'il allait éclater, qu'il allait sortir de la poitrine. Des sensations horribles et là, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Damien D'Arcangelo, préparateur physique et auteur de la chaîne Passion Trail. Dans cet épisode, il nous parle de sa pratique en tant qu'athlète hybride et de comment allier l'entraînement en PPG et en trail running sans faire d'erreur. Il nous parle aussi de ses pistes de réflexion pour développer sa chaîne YouTube et son entreprise. Et pour finir, il nous partagera une petite anecdote sur sa première sortie longue en montagne qui ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Damien D'Arcangelo. Bonjour Damien, salut Elodie, salut, salut. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, je t'en prie, c'est vraiment un grand, grand plaisir et comme, on disait juste en off un petit peu avant, bah, tu seras la première du coup. Et ben merci beaucoup de me faire cet honneur, c'est un grand plaisir. De rien, avec plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Oui, alors brièvement, je m'appelle Damien D'Arcangelo, j'ai 43 ans depuis hier et et puis, j'ai, un parcours sportif, voilà, qui est assez classique. On va dire que j'ai démarré, étant plus jeune, dans la région de Marseille, bien entendu, beaucoup de foot, donc j'ai fait pas mal de foot, autant, dans des clubs que même, là où j'habitais, entre copains, tu vois? On jouait beaucoup. Après, c'est vrai que tout ce qui était sport d'endurance, ça m'a jamais vraiment passionné, loin de là. J'ai vraiment eu du mal à me mettre là-dedans, mais je me suis mis rapidement, au renforcement musculaire à l'âge de 12 ans. Je faisais énormément de pompes, d'abdos, tu vois? C'était vraiment les débuts, les balbutiements de tout ça et j'adorais faire ça, tous les jours, tous les jours. Ça m'a donné envie par la suite de me mettre un peu à la musculation. J'ai appris la musculation, ensuite j'ai voulu, professionnellement parlant, une fois je suis sorti du bac, je voulais partir en gendarmerie à l'époque, ce que j'ai fait, mais je suis pas resté très, très longtemps. Donc du coup, je me suis recentré sur un truc, vraiment dédié au sport et à l'époque, j'ai préparé mon concours d'entrée au Crêpes d'Aix-en-Provence, donc qui était assez, ouais, il était assez relevé quand même. Donc je me suis préparé sur un an, j'ai passé mon brevet d'État. À l'époque, c'était un brevet d'État d'éducateur sportif et ça s'appelait métier de la forme. Donc on pouvait encadrer des personnes, on pouvait faire de la prépa physique, on pouvait aller dans les salles de sport. Bref, c'était assez complet parce qu'il y avait, et du fitness et du renforcement de la musculation. À l'époque, il y avait même 2 pôles. Il y avait, la remise en forme et le pôle Acumez, qui était haltérophilie. Donc moi, j'étais allé dans les métiers de la forme où c'était plus, mélangé et de là, j'ai travaillé quelques temps, puis après, je me suis lancé carrément dans autre chose. Pendant des années, je suis parti dans la musique électronique, donc c'était carrément autre chose, mais je continue à faire du sport. Donc dans la musique électronique, je suis resté un bon petit moment avec mon ami Julien. On a travaillé des années, c'était plutôt pas mal, on a bien, bien rigolé et après il y a eu un petit moment de flottement pendant quelques temps dans ma vie perso et puis je me suis relancé, 2015-2017, j'avais envie de faire quelque chose de créer, toujours pareil, parce que j'ai toujours aimé créer et je me suis lancé dans la création, d'un vêtement de compression, sous forme de combinaison intégrale. C'était une super belle aventure parce que vraiment on était dans un vraiment gros processus de création. J'étais monté sur Annecy, on avait dessiné tout ça, on avait pensé tout ça avec Seb d'ailleurs que je salue, Seb, Sébastien Raffin et donc j'ai créé cette combinaison, ça a été un très, très beau projet. Je me suis rendu compte aussi de la difficulté que ça représentait aussi d'être dans le textile. Donc très, très belle aventure mais très difficile. J'avais pas, les moyens, les épaules nécessaires parce que j'étais seul. Donc je faisais tout seul, j'ai pas su, m'entourer, m'encadrer pour faire, évoluer tout ça. Donc c'est resté, sur ce produit qui était très, très bien fini, mais j'ai pas eu le temps de travailler après dessus, de faire évoluer tout ça. C'est dommage. Donc c'est vrai que c'est en stand-by depuis quelque temps et d'ailleurs là, je pense que je vais mettre entre parenthèses définitivement et en même temps, à l'époque, je m'étais lancé donc dans le trail running parce que ça faisait des années. Je suis un gros passionné de montagne depuis que je suis gosse. Donc à l'âge de 16 ans déjà, je partais tout seul, avec ma planche de snowboard, en montagne. Je voyais des gars courir à l'époque, c'était vraiment les balbutiements. Je voyais des gars courir en montagne. Je me dis: «Mais les mecs, ils courent en montagne», tu vois? Je me dis: «Mais c'est des fous, quoi. Comment ils font?»
Et puis après, j'ai appris ce que c'était, j'ai appris l'existence de l'UTMB, au milieu des années 2000, tu vois? Et j'ai dit: «Waouh, c'est exceptionnel, quoi, de courir en montagne, de pouvoir voyager d'un point à un autre en autonomie totale et tout». J'ai trouvé ça fabuleux. Je dis: «Mais bon là, je n'aimais pas les sports d'endurance, donc du coup, tu vois, je mettais ce sport sur vraiment un effort, incroyable pour moi et je me suis dit: «Mais un jour quand même, il faudrait que j'essaye» et puis, c'est devenu de plus en plus populaire, comme tu peux le voir encore aujourd'hui. Je m'y suis mis en 2016, j'ai commencé un petit peu à courir, sur les sentiers, tu vois? C'était très compliqué parce que je faisais de la course à pied, en parallèle de ma musculation, mais de façon très sporadique, tu vois? Pas plus de 10 kilomètres. Donc j'ai commencé à apprendre ce que c'était le trail avec toutes les erreurs que j'ai pu faire et cetera. Mais j'ai adoré ça. Honnêtement, super bonne expérience et j'ai vraiment, vraiment, kiffé. Donc l'hiver, c'était, voilà, snowboard, un petit peu aussi de course à pied et puis l'été, je commençais à partir en montagne aussi, donc j'ai trouvé ça fabuleux et même partir en bivouac, tu vois? Me faire des petites virées de 2 3 jours, voilà et j'ai vraiment kiffé ça. J'en ai fait, la chaîne Passion Trail parce que je me suis dit: «Pourquoi pas créer un truc, sur le trail running?» Je vais apprendre ça, je vais partager mon apprentissage du trail, mais je vais y apporter ma petite patte de préparateur physique parce que j'ai toujours gardé un pied dans le sport là, tu vois? À ce niveau-là, je me suis toujours entraîné, que ce soit en musculation, ou de façon plus spécifique, tu vois? J'ai toujours aimé ça, donc je me suis toujours tenu au fait et donc ça m'a vraiment, intéressé de sensibiliser les gens sur faire du sport, OK, mais le faire bien sur le long terme en se préservant et en mettant un petit peu en avant la prépa physique, enfin, le renforcement musculaire. Quand je parle prépa physique, je parle un peu de tout ce qu'il y a autour, donc que ce soit la renfo, la muscu ou même, de la mobilité, tu vois? Les trucs comme ça. Donc c'était super important, dans mon approche, c'est ce que j'ai fait. Ça a plutôt bien marché. C'est vrai que dès que j'ai lancé la chaîne, j'ai fait intervenir des pros, tu vois? Des kinés pour parler un peu de pathologie, et ça a plutôt bien marché, ouais et j'étais super, ravi, content et je continue encore aujourd'hui parce que, vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. De temps en temps, je relâche un peu quand, j'ai plus le temps ou que j'ai plus trop d'idées, tu vois? Mais je reste dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, voilà et je continue. Je propose aujourd'hui des programmes, tu vois? Sur mon blog, sur passiontrail.fr. Voilà, des trucs qu'on me demande et que je peaufine au fil du temps et que j'essaye de rendre le plus accessible possible. Voilà et donc aujourd'hui, je continue à faire du trail, beaucoup de muscu, voilà. J'essaye d'être un athlète, ce qu'on appelle des athlètes hybrides, tu vois? Des athlètes complets, aussi forts, en étant fort et endurant à la fois, quoi. Voilà, d'essayer de mélanger les 2. C'est quelque chose qui a été très difficile au début parce que, les 2 approches étaient carrément différentes. J'avais une manière de m'entraîner qui était bien particulière et aujourd'hui, c'est vrai que là, je trouve le bon équilibre et c'est vraiment je me suis jamais senti autant en forme, quoi. Voilà. OK. Avant de revenir sur cette partie-là de trail, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ta vie de préparateur physique justement? Qu'est-ce qui t'animait dans ce métier-là et qu'est-ce que tu en as retenu? Alors, au début, forcément, c'est, la pratique. Donc, tu te dis: «Waouh, c'est génial», ton corps change. Puis après, tu te dis: «Est-ce que je peux arriver à faire changer les autres?» avec les connaissances et la théorie que tu acquiers, tu vois? Tu te dis, «Allez, je vais mettre mes connaissances, tu vois, sur la table et je vais essayer de prendre des gars et je vais essayer de les sensibiliser». Donc moi, à l'époque, j'ai été diplômé en 2003. Donc 2003, c'est, il y a plus de 20 ans. La prépa physique, honnêtement, quand tu arrivais, que tu disais à un sportif: «Je vais te préparer physiquement», voilà quoi. C'était pas encore trop ça, hein. On était vraiment au balbutiement, tu vois? Dans le haut niveau, oui, puisque, je me rappelle quand j'étais au Crêpes, il y avait le pôle France taekwondo, haltérophilie, donc forcément, il y avait ça. Mais quand tu allais toucher des sportifs un peu plus amateurs, tu vois? Et notamment en motocyclisme. Bon allez, j'étais, un gros fan de moto et j'avais préparé d'ailleurs mon devoir là de fin d'année, au Crêpes pour le diplôme sur ça, sur la préparation physique d'un motocycliste de vitesse. Avec toutes les, contraintes que ça impose, tu vois? Les accélérations, les freinages, les changements d'angle avec la moto et cetera et je trouvais ça super intéressant, en fait. C'est génial de te dire: «Voilà, avec les connaissances que j'ai, je sais biomécaniquement ce qu'il faut travailler, je sais ce que ça va impliquer au niveau métabolique pour le coureur», parce que j'en faisais aussi de la moto donc du coup, c'est, en c'est ce sur quoi d'ailleurs je veux revenir aussi, c'est que pour que je sois à l'aise, pour que je puisse, vraiment, être légitime quand je parle de quelque chose, il faut que je pratique. C'est Bien pour ça sûr. qu'aujourd'hui encore, on me propose beaucoup, coaching trail, mais je m'en sens pas capable. Je peux le faire sur des distances allant jusqu'à la distance marathon, mais quelqu'un qui me demanderait de le coacher pour une ultra, non. Parce que pour moi, tu vois, un coach,
Alors c'est vrai qu'il peut y avoir débat sur ça. Bien sûr qu'il faut qu'il ait du savoir, qu'il faut qu'il ait de la théorie, mais un bon coach passe quand même par, de la pratique. Voilà. Pour moi, il faut vraiment pratiquer. Il faut connaître la douleur de ce que c'est un entraînement, la douleur de ce que c'est une compète ou une course, tu vois? Quelle qu'elle soit et les préparations aussi, dans les phases, plus difficiles, moins difficiles et il y a que comme ça après que tu peux mieux comprendre l'entraînement de ton athlète, que tu peux savoir, enfin que tu peux avoir une meilleure compréhension, que tu peux rebondir dessus et cetera. Donc c'est tout cet aspect-là en fait, tu vois, de même dans la prépa physique qui était super intéressant. Donc pratiquer et après une fois que tu as acquis toute cette expérience et théorique et bien sûr sur le terrain, tu peux essayer de le partager et de voir si ça fonctionne avec d'autres. Donc voilà pourquoi en fait, ça m'a toujours plu. Le trail pas encore aujourd'hui, peut-être, ultérieurement, j'en sais rien. Aujourd'hui, je m'en sens pas vraiment les épaules, mais peut-être un jour. Voilà. OK. Est-ce que tu peux nous dire justement, du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu séduit dans le trail? Tu nous as dit que les sports d'endurance, c'était pas ce qui t'attirait à la base. Qu'est-ce qui Mmh. a fait que tu as eu un déclic à un moment donné? Heu, alors je sais que ça va faire sourire ma femme. En fait, je suis un très, très gros solitaire. Depuis alors j'ai plein d'amis, hein, j'ai vraiment encore des amis d'enfance, on se voit très, très souvent. Mais je suis un gros, gros solitaire. Donc, tu vois, je m'entraîne tout le temps seul. J'ai pas besoin j'ai besoin de personne, en fait et au contraire, je préfère être seul. Alors faire de temps en temps des sorties ou une séance avec quelqu'un, je veux bien, tu vois? Que ce soit en musculation ou en trail, mais moi, faut que je sois dans ma bulle et je suis comme ça aussi, dans certains moments de ma vie, tu vois? Dans une année, j'aime bien partir tout seul, comme je te disais. Je prends mon sac à dos, je me casse en montagne, c'est à 2 heures et demie de chez moi, tu vois? J'ai la chance d'avoir les montagnes pas très loin de chez moi. Sac à dos, une tente, je pars bivouaquer, je m'entraîne, tu es seul, tu as pas de réseau, voilà et il faut y être pour comprendre. Après, c'est un truc que je kiffe beaucoup et c'est en ça que c'est vraiment ça que le trail m'a apporté en plus, tu vois? C'est-à-dire, me permettre de partir en bivouac, tu vois? Mais aussi faire du sport en même temps. Partir, tu vois, je pose ma tente, le matin, je me lève, boum, j'ouvre et je vais un petit peu courir, tout au long j'aime bien me poser au cours des cours d'eau, tu vois? Donc je cours, sur les sentiers que je connais un petit peu, tu vois? Et te retrouver seul, quoi. Le soir, tu es tranquille, pas un bruit, tu regardes les étoiles, tu vois? C'est vraiment cet aspect-là, c'est me retrouver seul, en fait, au final. C'est parce que j'ai vraiment ce, tempérament de solitaire, quoi et qui fait que le trail, ça m'offre tout ça. Voilà, contempler des beaux paysages, être seul, c'est là où je pense que tu as le plus de productivité au niveau, de ton cerveau parce que tu es déconnecté de tout, réseaux sociaux, téléphone, donc tu peux pas être dérangé et ton cerveau marche et tu te surprends à penser, en fait. Voilà, Ouais, je te rejoins là-dessus. ouais, Tu nous as dit un petit peu donc tu es un petit peu un athlète, hybride. D'ailleurs, c'est un ouais, petit peu l'image que j'ai de toi, le trailer de la PPG. c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu allies, les 2 pour pas qu'il y ait d'interférences? Alors, les interférences, donc peut-être que tu t'y connais là-dessus du coup, puisque tu en parles peut-être. Voilà, les interférences, c'est un très gros sujet. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus et pour faire court, on dit que le travail de force et le travail d'endurance, il faut faire très attention lorsqu'on travaille les 2 parce que qu'entre système périphérique, central, il faut faire attention, il peut y avoir des interférences et justement, ces interférences font que, en fait, ça s'annihile, tu vois? Les bienfaits, ne sont pas escomptés, ne peuvent pas arriver parce que justement, il y a ces interférences. Donc je schématise, hein, je fais, vraiment gros. Mais c'est, le gros paradoxe avec le crossfit. Parce que qu'est-ce que c'est que le crossfit? C'est carrément ça. On est en pleine interférence, quasiment constamment, quoi. Tu fais, de la force, de l'endurance, force, endurance, force, endurance. Donc il y a un gros débat là-dessus, sur de la prépa physique de sportifs de haut niveau, dans le sport collectif comme en rugby ou des trucs comme ça. Je sais que les prépas physiques font très attention à ça. Donc lorsqu'ils font des, séances de force, ils espacent relativement beaucoup, au moins de 6 heures, leur prochaine séance pour éviter ces interférences-là. Donc avec tout ce background, tu vois, au niveau théorie, où je sais que c'est vrai qu'il faut faire attention quand même, il faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Donc par exemple, quand je fais des séances, de force, c'est bien de l'allier avec des séances, par exemple, de fractionné, tu vois? Où tu sais que tu vas être, en intensité pure. Par contre, quand tu fais
des cycles d'endurance de force où c'est un peu plus métabolique. Derrière, c'est peut-être préférable de faire des petits footings légers, tu vois? Et pas aller chercher des hautes intensités. Voilà, c'est pour bien séparer. Ça, c'est vraiment le postulat qu'on pose de base. Sauf que, comme je te disais tout à l'heure, en CrossFit, des fois, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Pourtant, ça marche. Donc, gros débat. Et je me suis dit, la seule chose à faire, c'est de tester, quoi, tu vois. Qu'est-ce que c'est qui marche avec moi et qu'est-ce qui fait que je ne sens pas du tout. Et je peux te dire que même jusqu'à aujourd'hui, j'apprends tout le temps. J'ai fait plein de tests. Voilà, j'ai fait plein de tests et faut faire attention aujourd'hui. Moi, ce que j'en ai tiré de ça, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de mon entraînement hybride, je fais très attention au niveau du volume dans les 2 disciplines. C'est-à-dire que quand je mets du volume en muscu, il faut que je fasse très attention au niveau, de la course à pied et du trail. Donc je lève bien le pied. Parce que, si tu fais des grosses séances d'endurance de force en muscu, c'est très, énergivore métaboliquement et même nerveusement quand même et tu peux pas te permettre de te faire du fractionné, et d'avoir une super, semaine intense au niveau de la course à pied, c'est pas possible. Donc faut Juste, vraiment trouver le bon ouais, ouais, est-ce faut que tu vraiment trouver le bon peux équilibre. est-ce que tu peux définir un petit peu ce que tu entends par, séance d'endurance de force, justement? Alors ouais, endurance de force. Donc tu sais, quand tu travailles des cycles, en prépa physique, il y a beaucoup de qualités à travailler. Donc, en fonction de la discipline, tu vas travailler ce qu'on appelle des qualités, de force. Ça part de la force pure, donc des charges très, très lourdes. Ça peut être de la force endurance. Après, tu déclines tout ça. Donc, force endurance, c'est quoi? C'est être très, très fort sur de petites répétitions et de longtemps, quoi, tu vois? Tu as l'endurance de force où là, c'est-à-dire tu vas lever des charges relativement lourdes, sur quand même pas mal de répétitions sur un laps de temps, tu vois? Donc c'est l'endurance de force, c'est comme si tu montais une côte, je te mets le parallèle en trail, hein. Tu te fais une séance de côte, de, 3 minutes, tu vois? Et tu es vraiment sur de l'endurance de force, quoi. Tu forces et puis, tu es sur un temps qui est plutôt, voilà, qui est plutôt, élevé. Et après tu as de l'endurance, tout simplement. Donc ça, c'est des qualités que tu déclines au niveau de la prépa physique et il y a bien entendu ce qui vient se mêler là-dedans, la puissance, la vitesse, quoi. Voilà, la vitesse que l'on allie à la force et là, après, il y a aussi des déclinaisons. Tu peux avoir, de la puissance axée sur la vitesse, de la puissance axée sur la force. Donc il y a beaucoup de qualités en fonction de la discipline. Donc bien entendu, tu vas essayer de t'y retrouver. La puissance entre elles, elle est «obligatoire» entre guillemets, puisque je travaille d'ailleurs essentiellement là-dessus. Donc c'est plus orienté puissance force que puissance vitesse dans le trail. Parce que dans le trail, tu as pas besoin de faire des mouvements très, très rapides et très puissants, tu vois? Sur le moment. Tu es juste sur un effort pliométrique, tu es plus sur, de la relance et cetera. Donc tu es plus sur de l'endurance de puissance, tu vois? Sur des grosses courses. Donc voilà et travailler toutes ces qualités-là qui justement au final mènent à ce qu'on appelle la puissance et quand on parle avec Véronique Billat de tout ce qui est, entraînement, on parle de cette réserve de puissance et la réserve de puissance, c'est cette force que tu arrives à mettre, donc au service de ton effort quoi, de ta foulée. Voilà. OK. Du coup, à l'échelle d'une année, comment tu organiserais tout ça? Tous ces différents cycles? C'est tu sais, ça va dépendre là, ces dernières années, ça va dépendre de ma forme. Là, je vais te mettre l'exemple de cette année. J'ai terminé ma saison, après Sierzinal, j'ai arrêté. Heu, je voulais éventuellement me faire une dernière course, mais j'ai pas voulu cette année. J'ai dit: «Non, j'étais pas vraiment bien préparé», tu vois? J'ai dit parce que ma saison dernière a été un peu compliquée, j'ai démarré tard, donc ça a été un peu compliqué. J'ai dit: «Non, je préfère m'arrêter cette année». J'ai quand même bien profité. Je vais repartir sur un bon cycle de force, tu vois? Enfin, j'ai fait un cycle de 2 mois d'endurance de force, tu vois? Où je me suis préparé à faire un petit peu de force derrière. Donc d'abord, j'ai démarré par de l'endurance de force en musculation. C'est assez focus et là, tu vois, à partir de novembre, je vais faire un gros cycle de vitesse en course à pied. Parce que cette année, j'ai envie, par exemple, de faire un 10 kilomètres. Je me suis jamais testé sur un 10 kilomètres, tu vois? Donc j'ai envie de faire un truc sur 10 kilomètres et après, il faut voir même un semi, voir un peu où je peux aller à mon âge, tu vois? Voir quel temps, je peux arriver à faire. Donc je vais faire un gros, gros cycle de vitesse. C'est pour ça que je me prépare bien en muscu et pendant que je vais faire ce cycle de vitesse, je m'entraînerai toujours en force, pure. Des séances qui sont relativement courtes. Je vais pas faire beaucoup de volume, mais je vais garder toujours, de la muscu
mais sur de la force. Donc ce qui est très peu, ça requiert très peu du métabolique, en fait, un peu plus de nerveux, mais je mettrai pas trop de volume. Donc voilà comment ça va se passer, tu vois? Là, je vais attaquer donc désormais, plus de course à pied, un peu plus focus course à pied. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de séances de qualité en piste. Le trail une fois par semaine, sur une petite sortie longue, tu vois? Pas plus d'une heure et demie max. Tout le reste, c'est des séances de qualité en course à pied où je travaille énormément la vitesse et la musculation derrière, ce sera des petites séances, très peu de volume, mais voilà, qui sollicitera quand même beaucoup de force. Voilà. OK. Généralement, tu fais combien de courses par an? Ça dépend. Ouais, je te dis, j'y vais vraiment au feeling. Bon, l'année Ouais, dernière, j'y suis allé comme ça, tu vois? Je me suis inscrit au kilomètre vertical assez tard du marathon du Mont Blanc. Sierzinal, je voulais le refaire, c'était sûr, parce que l'année d'avant, j'étais pas au top. Mais bon, cette année, c'était pas non plus, extraordinaire au niveau des sensations. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait le Vars Mountain Trail au dernier moment aussi, tu vois? Moi, j'y vais vraiment sensation et je pense que l'année prochaine, je ferai pareil. OK. Ouais, je vais y aller. Je pense que je vais y aller vraiment au feeling. Je vais essayer de faire des courses organisées, mais je vais essayer de faire du off aussi. Du off, que je vais filmer, avec peut-être un vidéaste, lui qui m'accompagne là, Tony, la plupart du temps. J'ai envie de faire des petites vidéos sympas comme ça aussi, tu vois? Pas uniquement basées que sur de la course organisée, mais plus en étant en autonomie totale, ça j'aime bien, tu vois? OK. Ouais. Tu un petit peu des objectifs, des rêves de course, que ce soit des courses officielles ou non d'ailleurs, Ouais. à faire au moins une fois dans ta Alors vie? oui, oui et en même temps, c'est un petit peu paradoxal parce que j'en fais pas du tout, mais il est vrai que hier, j'en discutais avec, Nuno, un gars qui habite dans l'Algarve, au Portugal, qui est coach d'ailleurs de trail, je le salue, Nuno et qui est ultra trailer et son rêve, c'est de faire, la Réunion et j'avoue que la Réunion, même si je suis pas du tout, prêt pour l'ultra, que j'en ai pas du tout envie pour l'instant, si je devais faire une course, c'est plus celle de la Réunion que l'UTMB, par exemple, tu vois? OK. Même si l'UTMB, tu vois, j'y étais cette année, c'est fabuleux. On peut en dire tout ce qu'on en veut au niveau des critiques sur, ce que représente l'UTMB aujourd'hui et cetera. Mais, faire une telle course comme ça, bah, je pense que oui, j'aimerais bien aussi. Mais quand même, en première place, je mettrais quand même la Diagonale des Fous, ouais. Ouais. OK. Un beau projet. Ouais, ouais, ouais. Si jamais un jour, vraiment ça venait à me venir, tu vois, comme inspiration. Mais aujourd'hui, non, pas du tout prêt pour l'ultra, je m'en sens pas du tout, les épaules. J'ai encore envie de travailler plus sur l'intensité, tu vois? Et le jour où j'en aurais marre, où je me sentirais un petit peu fatigué, tu vois? Je me concentrerai un peu plus, sur l'endurance et peut-être qu'à ce moment-là, je consacrerai un petit peu plus de temps, sur les longues distances, tu vois? Mais pour l'instant, aujourd'hui, non. OK. Voilà. Jusqu'ici, qu'est-ce que le trail t'a apporté, je dirais de manière générale? Enfin, est-ce qu'il y a des enseignements que tu as réussi à tirer, grâce à ta pratique du sport, du trail? Ah, alors, heu, beaucoup de choses. Personnellement, professionnellement, avec la prépa physique, du coup, ça a explosé même ma façon de voir la prépa physique dans le domaine de l'endurance. Puisqu'avant, j'étais basé plus sur des sports de haute intensité, tu vois? Donc là, sur l'endurance, sur des efforts comme ça m'a vraiment apporté énormément puisque forcément tu potasses et tu testes sur toi. Donc, tu vois vraiment où la théorie, peut s'arrêter à des moments et il va falloir laisser place à un peu plus de ressenti. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, et je le vois chez les professionnels, beaucoup d'entraînements se font à la sensation. Il y a quand même un background, on va dire théorique, mais il faut quand même beaucoup, réagir à la sensation parce qu'on est tous différents et c'est en ça justement que je me suis le plus, spécifié, tu vois? Où j'ai appris le plus. C'est sur l'individualisation encore, toujours, encore et toujours, quoi et je me dis que, c'est tellement riche. Tout ce que ça m'a apporté au niveau de la gestion, tu vois? Au niveau de la gestion de l'effort, de la douleur, comment ton corps réagit, même nutritivement, tu vois? Puisqu'à quand j'ai démarré le trail, par exemple, je te raconterai l'anecdote de fin d'ailleurs là-dessus, sur ma première sortie longue en montagne. J'étais complètement à la cave au niveau nutritif, quoi et je l'ai payé je l'ai payé cher. Je te raconterai, c'est drôle, mais pas sur le moment. Mais c'est très, très compliqué, donc tu apprends plein de choses. Tu te dis: «Ah ouais, non, mais c'est vrai que là» et pourtant tu sais, tu as toutes les cartes en main, théoriques,
Mais tu sais, tu te prends par ego, tu te prends toujours: «Ah mais ça va, tu vois? Je vais réussir à» mais au final donc tu te manges tout ça dans les dents et tu réalises et tu apprends et tu deviens humble par rapport à tout ça et tu sais que, voilà, il y a des erreurs qu'il faut pas commettre, il faut faire très attention et cetera. Ça m'a apporté donc, autant dans le professionnel que dans le personnel, heu et ça t'apporte une hygiène de vie encore plus incroyable, quoi. Même si les gens pensent que tu es je suis pas bigorexique, loin de là, puisqu'il y a des fois, j'adore me poser, pendant des jours à rien faire et d'ailleurs, pour en parler de ça aussi, dans la pratique, moi, dans les années, dans l'année, je fais des coupures qui peuvent aller de 1 semaine à 2 semaines, sans problème, sans me prendre la tête et donc tout ça, quoi, toute cette gestion de vie, cette hygiène de vie qui m'apporte énormément, autant dans le travail que dans le côté personnel, quoi. OK, donc Ouais. c'est tu pas de mal à t'écouter, à prendre des pauses quand il le faut, à Ah aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, je fais super attention à ça. Je OK. fais, tu vois, il y a des moments, qui c'est qui se lève pas un matin, tu vois? Tu es dans le lit, tu fais: «Ah, je suis vraiment fatigué». Alors est-ce que tu es fatigué parce que tu as la flemme d'y aller ou est-ce que tu es vraiment fatigué parce que là, les entraînements commencent à devenir lourds? C'est là où il faut faire la distinction, tu vois? Et le distinguo aujourd'hui, j'arrive à le faire. Je sais quand, j'ai la flemme et je sais vraiment quand mon corps il me dit: «Non là, respire quoi». Voilà, je le sens, il y a des signaux qui font que, après là aussi, chacun est différent. On va avoir des signaux différents qui vont se manifester de façon différente. Donc moi je sais lesquels c'est et il y a des fois, ouais, voilà, tu as pas envie quoi. Donc tu te dis: «Allez, là, je fais le nécessaire et je me repose» et j'ai pas cette sensation de culpabilité, tu vois? OK. Voilà. Ouais, si je dois redémarrer de plus bas, bah, c'est pas grave, puis ça reviendra, quoi. Voilà. Et est-ce que tu anticipes du coup un petit peu des coupures annuelles? Tu viens un petit peu de l'évoquer. Oui, des fois, je sais, dans quelle période, en général, je vais avoir une coupure, mais elle peut arriver, à un moment donné où, je l'avais pas du tout prévu, tu vois? Comme je te disais, un gros moment de fatigue. L'année dernière, j'ai j'ai bien morflé, donc elles se sont imposées à moi, tu vois? Je suis arrivé fin de saison de l'année 2022, après Cerzinal, j'étais vraiment lessivé, parce que psychologiquement, parce que voilà, il s'était passé des choses et du coup, je le savais, hein. Je me disais dans ma tête, je me dis: «Bah, ça, tu vois, là, aujourd'hui, tu le sens pas, mais» et puis petit à petit, ça venait et des petites douleurs par ici, des petites douleurs par là. J'ai fini donc la saison, j'étais déjà un peu fatigué, tu le sens aux entraînements dans tous les cas et puis, d'un coup, hop, petite douleur au dos, j'ai chopé la grippe, j'ai eu le covid derrière, je me suis bloqué le dos, enfin tout ça, ça a duré des mois, en fait et ça s'enchaîne, moi qui suis très rarement malade, je sais que là, voilà, mon organisme, il est hyper fragilisé. J'ai dit: «Bon allez, là, c'est le moment, j'arrête, je reprendrai quand je reprendrai» et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc j'ai redémarré très tard. À partir de janvier, j'ai vraiment commencé à m'entraîner plus sérieusement. Voilà. Et tu as déjà dû, dealer avec des coupures imposées, c'est-à-dire, des blessures? Oui, oui, par exemple, là, cette année, 2023, j'en ai fait d'ailleurs, une vidéo, aponevrosite. Je fais une séance, assez intensive. Donc du coup, fin de séance, petite douleur au niveau de l'aponévrose plantaire. Bah, ça m'arrive d'avoir des petites douleurs, tu vois? Mais c'est très léger. Après, derrière, pas de suite, mais le lendemain, je masse, un petit peu de balle, tu vois? Je masse ma voûte. Là, je l'ai fait, mais ça a persisté et sur la séance d'après, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Je vais refaire une séance de qualité ou je reste sur un petit footing?» Ah, j'avais envie de faire ma séance de qualité, j'ai été, testard, tu vois? Et bim, voilà, je me suis, encore plus fait vraiment je me suis fait mal de façon encore plus, accentuée et du coup, ben là, ouais, repos imposé parce que grosse douleur et j'ai eu peur d'ailleurs, je me suis dit: «Ouh là, j'ai vraiment déconné», tu vois? Je suis allé trop loin et grosse douleur au niveau de la voûte plantaire comme jamais j'ai eu et j'avais peur d'être immobilisé pendant vraiment un moment. Du coup, j'ai pris ça à bras le corps, je me suis posé, j'ai attendu juste un ou 2 jours et j'ai commencé à traiter, en fait. Parce que je savais que c'était une aponévrosite, je savais par où il fallait passer. Si vraiment je sentais qu'il y avait pas d'amélioration, je serais allé consulter directement. Mais bien sûr, oui, ça a payé assez et déjà au bout d'une semaine, je commençais à recourir, très léger, voilà et puis, au bout de 3 semaines, j'ai repris les séances de qualité et pourtant au début, c'était pas gagné, hein, vu la douleur que j'avais, je me suis dit: «Waouh!» mais non, là, voilà, c'était imposé et on me fait tout.
tu vois? J'ai beau savoir les choses, on a beau les savoir, mais on va toujours faire voilà, tête, à me battre, tu vois? Tu vas tête première, voilà. J'ai mal sous le pied, je sais qu'il faut que j'aille faire un jogging, mais non, je vais faire une séance en côte de qualité, donc bien entendu, ça pète, quoi. Voilà. Bah, écoute, on a pas mal parlé de toi en tant que pratiquant. J'aimerais Mmh. bien qu'on évoque maintenant un petit peu ta vie de créateur de contenu. Ouais. Donc tu as créé une chaîne YouTube, il y a quelques années. Est-ce que tu peux, Mmh. nous expliquer un petit peu le contexte, dans lequel tu as décidé? J'étais en pleine, je finissais de cette entreprise, en fait, de créer ma combinaison là, d'intégrale de compression et derrière je me suis dit: «Tiens, j'aimerais, me mettre» enfin j'avais commencé le trail et je me suis dit: «Tiens», j'avais cette envie de créer du contenu, de dire: «Pourquoi pas en créer?» En plus, ça me servirait de support pour faire la promotion de ma combi, d'en parler de temps en temps, tu vois? De façon un peu indirecte et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas se lancer dans l'aventure?» Et comme je te disais, pas créer une simple chaîne où je vais parler que de trail. Je me suis dit: «Je vais parler de mon apprentissage du trail, mais je vais aussi y apporter un petit peu tout ce qui est relatif au trail et notamment la prépa physique dont je suis spécialiste, tu vois? Je suis expert. Apporter cette patte un peu prépa physique, sensibiliser les personnes pour leur dire: «Voilà, vous pouvez perdurer, mais sachez que voilà, si vous comptez mettre aujourd'hui, de plus en plus de volume, comme c'est malheureusement le cas de personnes qui veulent faire des ultras au bout d'un an de pratique, c'est compliqué. Donc on est la plupart sédentaires parce que beaucoup de personnes aussi, j'entends aujourd'hui, disent: «Oui, mais le renforcement musculaire, il y en a pas besoin. Regarde Kylian Jornet, il en fait pas». Des excuses, ça c'est des vraiment des arguments qui tiennent pas la route parce que Kylian Jornet est un professionnel, Kylian Jornet est une exception. Kylian Jornet ne passe pas 8 heures assis derrière un bureau. Kylian Jornet fait de l'escalade, toute l'année, donc il a un palliatif, en fait, à ce renforcement musculaire et puis c'est un pro et quand bien même les professionnels aujourd'hui ne sont pas tous Kylian Jornet et beaucoup de professionnels font du renfort musculaire. Donc voilà, apporter cette patte-là et sensibiliser les gens pour leur dire: «Voilà, vous voulez vraiment perdurer dans le temps et être efficace sans, vous réveiller tous les matins avec des douleurs. «Oh putain, là j'ai un essuie-glace, ah là j'ai une aponevrosite, ah là j'ai l'ischio qui fait mal», tu vois? Donc honnêtement aujourd'hui, le renforcement musculaire, je pense que c'est indispensable. Je suis pas le seul à le dire. On peut, demander à des gars comme Guillaume Millet, voilà, et d'autres coachs aussi, par exemple Christophe Mallardet qui entraîne, Thibaut Barognan. Voilà, le renfort, c'est vraiment indispensable et ça apporte non seulement un plus, ça peut apporter un plus au niveau de la performance, mais surtout ça apporte de la prévention pour perdurer, pour encaisser des gros volumes d'entraînement. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai créé vraiment, Passion Trail et j'ai fait intervenir aussi, je voulais faire intervenir des professionnels, de la santé, tout ce qui est relatif un peu au trail running. Donc des kinés du sport, on parlait pathologie, des podologues, où on parlait chaussures, des physiologistes, comme Véronique Billard, voilà, physiologiste de renom, qui est une femme super, qui pour moi révolutionne un peu et qui au final met, à jour un peu, la réelle façon de s'entraîner, c'est-à-dire la sensation, tu vois? Donc c'est elle qui m'a appris ça, qui m'a appris à me réapproprier mes sensations dans l'entraînement, au lieu d'être toujours dans les chiffres, tu vois? Et j'adore ça, en fait. Et puis je me rends compte qu'au final, la plupart des gars, des sportifs de haut niveau, heu, se foutent des datas, quoi. Ils le f A posteriori, oui, mais dans l'entraînement, tout à la sensation. Rémi Bonnet s'entraîne beaucoup à la sensation, des gars comme, Mathieu Blanchard aussi, tout à la sensation. Il y a pas de montre sur le moment ou peut-être juste voir où on se situe au niveau de la forme, mais dans l'entraînement, c'est à la sensation, quoi. Voilà. OK. Mais surtout en trail, je trouve, c'est quand même beaucoup plus difficile de Efficace. mesurer quoi, Mais bien sûr, tu peux pas te permettre aujourd'hui en trail, de te dire: «Voilà, je vais m'entraîner à l'AFC», parce que l'AFC, on sait que ça peut dériver, il y a la fatigue, il y a le stress et cetera. C'est jamais pareil. D'ailleurs, moi, c'est une catastrophe, hein. Il y a un jour où je vais être super bien, des jours où je vais être 10 pulses au-dessus, donc c'est impossible. VMA, tout ça, on ne peut pas en trail non plus parce que les technicités du terrain, parce que les côtes et cetera. Le trail, je crois qu'au niveau, de l'entraînement, il y a pas plus efficace que la sensation. Parler d'entraînement au seuil, ça a pas trop de sens. Au niveau de la sensation, voilà, tu te dis: «Bah, aujourd'hui, on va faire une séance de qualité en trail, en côte, au seuil». Ça veut dire pour moi une séance, dans des allures moyennes, tu vois? Moyenne dure.
où on Ouais. va se mettre un peu dans le dur, mais pas trop. Voilà. Après, séance de côte vraiment intensive de qualité, ça va être des séances de VMA en côte, tu vois. Mais là, ça sera dans des sensations dures, voire très dures. Voilà. D'ailleurs, tu peux nous Des, donner, quelques exemples de séances de côte que tu fais? Sur des intervalles courts, des intervalles longs? Sur des intervalles courts ou longs, j'aime bien mélanger. Ce que je fais des fois dans mes préparations, c'est de faire des intervalles, par exemple, de 30. Alors, je vais te donner juste un exemple. Je vais faire du 7 à 8 fois 30 secondes et 3 minutes de retour au calme, enfin d'allure facile pour récupérer, tu vois. Donc je redescends, j'essaie de retrouver une allure facile, de récupérer, et 30 secondes vraiment allure max sur des côtes très très bah, très élevées, quoi, avec un pourcentage de côtes élevé du genre 15-20%, où tu en vois vraiment. Donc ça, tu vois, on est vraiment sur du cas typique dans l'endurance de force. Et là, on est sur des sensations lors de l'effort qui sont très dures. On est dans du dur. Et ensuite, pour finir, tu vois, finir par exemple à 5 minutes sur du plat pour délier les jambes à allure moyenne. Voilà. OK. Donc après, en fonction des semaines, tu peux faire évoluer le format. Au lieu de faire 8 répétitions, ben, tu en mets une supplémentaire, après une autre, et puis tu fais 5 minutes encore sur le plat, et après 6 minutes, tu vois. Tu montes ton volume petit à petit. Tu te testes sur des séances type, et tu vois un peu comment tu évolues sur 2-3 semaines. Voilà. J'aime bien mélanger des fois les qualités, tu vois. Souvent, quand on parle des séances de Véronique Billat, dedans, on va travailler du cardio, mais on va travailler aussi de la force, de l'endurance de force. J'aime bien faire ça aussi, tu vois, de mélanger. Par exemple, une séance trail ou même sur piste, tu vas faire 2 accélérations de facile à dur et une décélération contrôlée de dur à facile. Tu en fais par exemple 2 sur, entre accélération et décélération, tu comptes par exemple 5 minutes, donc 2 minutes 30 de montée, 2 minutes 30 de descente. Tu le fais 2 fois et puis après tu enchaînes sur un travail d'endurance de force où tu vas sprinter, allure très, très dure pendant 30 secondes et récupérer pendant 3 minutes, tu vois, en courant. OK. Donc voilà, ça c'est un mélange de qualité au final, mais qui te font super bien travailler. J'adore ce genre de séances et c'est hyper efficace. Après, il faut bien les doser parce que c'est hyper sollicitant, et nerveusement et énergétiquement, mais c'est super efficace. Voilà. Tu fais jamais de séances sur des intervalles plus longs de jusqu'à 10 voire 15 minutes? Oui, Si? oui, 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 ouais, ouais, ça m'arrive. Ouais. Sur des côtes, bien sûr, oui, oui, ça, je le fais aussi. Heu, Puis tu sais, finalement, les séances de Véronique, quand on parle d'accélération, et cetera, ça se rejoint un petit peu aussi. Alors, je fais pas que des séances que propose Véronique, j'en fais des personnels aussi. Mais c'est vrai que oui, sur des petites cotes d'environ 10-15%, tu vois, je vais me faire du 3 fois 8, tu vois, 3 fois 8 minutes. Voilà, sur une allure moyenne. Donc, ce qu'on appelle un peu le seuil, tu vois. Voilà, 3 fois 8 minutes, un total de 24 minutes dans la zone d'effort. Et puis, voilà, et des fois, comme je te dis, j'aime bien toujours finir un peu sur du plat pour travailler un peu ma foulée. Parce que c'est vrai qu'entre elles, et je me rends compte aujourd'hui, et c'est pour ça que je travaille cette année en vitesse, c'est qu'au final, le trail, c'est aussi de la course à pied. Si tu veux être un peu plus performant, il faut quand même aller vite. Et pour aller vite, bah, il faut travailler aussi sur le plat. Donc les montées, il faut avoir de la puissance. La puissance, aujourd'hui, ça va, je l'ai, mais par contre, il me manque de la vitesse. Donc c'est vrai que sur plat, il faut que je travaille, quoi, tu vois? Je sais que j'ai encore une marge de progression sur le plat. Donc j'aime bien finir sur du plat pour travailler ma cadence, pour travailler ma foulée, et cetera. OK. Ouais, c'est marrant, ouais, j'ai un peu la même réflexion que toi en ce moment. Ouais, voilà. Mais tu Commencer à vas voir, progresser tu vas sur, évoluer sans arrêt en fonction de tes progrès. Tu verras, en fait, tu te dis: «Ah là, j'ai envie de faire plus de ça». Donc tu vas te donner les moyens et tu vas trouver ces compromis-là qui font que bah, tu testes, tu vois si ça a du rendu, s'il y a un retour ou pas. Et c'est comme ça, hein, ça prend des années en fait, hein, pour se connaître. Comme je te disais, cet entraînement hybride et de trouver la balance, ça prend vraiment énormément de temps. Encore aujourd'hui, j'en apprends. OK. Pour revenir sur la chaîne YouTube, du coup, c'est quoi un petit peu ta vision, pour l'avenir, à ce niveau-là? Alors, pour la chaîne YouTube, j'ai passé l'année dernière, j'étais tellement dans une période où j'étais vraiment en bad, je pensais arrêter à un moment donné, je voulais partir vers autre chose. Après, finalement, je me suis dit: «Non, quand même, il y a quelque chose à faire, c'est dommage de laisser ça alors que ça marche plutôt bien».
qu'il y a quand même pas mal de retours positifs, très, très peu négatifs. Je me suis dit: «Non, ça serait dommage». Donc je me suis mis à repenser, le truc. Les réseaux sociaux évoluent. On est aujourd'hui plus sur des formats très courts de vidéos. C'est ce qui marche beaucoup plus. Là, je suis en train donc de tester et je me rends compte que finalement ça marche. On voit très bien que tout ce qui est short, petites vidéos, reels, j'ai essayé même TikTok pour voir un peu, il semblerait que ça marche aussi. Donc, je pense qu'à l'avenir, je vais plutôt faire des vidéos un peu plus courtes, un peu moins de vidéos longues, des formats courts avec toujours ces petits conseils rapides, au lieu de faire sur un format long. Donc découper tout ça en petits formats. Et sur des vidéos normales, plus longues, j'aimerais proposer des trucs un peu plus chiadés, tu vois, travailler au niveau du visuel. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais il me faudrait des partenaires. J'ai essayé de faire des demandes des fois, de faire des accompagnements, sponsoring, tout ça. J'ai jamais eu vraiment de retour parce que j'aimerais faire des fois des vidéos qui mêlent un peu image, son, musique, émotion, tu vois. Et puis tout en étant un peu sympa et apporter un petit peu un côté bonne humeur, tu vois, rigoler, etc. Voilà, j'ai envie de mêler un peu tout ça. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu avec Tony Bogno quand on est parti à Madère. Il est venu avec moi, on a discuté. D'ailleurs, ça matchait super bien, on s'est super bien entendu. Et on avait exactement la même vision, quoi, faire des trucs comme ça parce il est très très bon dans ce qu'il fait. Et il a vraiment un tempérament super cool où on s'entend super bien, on peut délirer, rigoler sur plein de choses. Et c'est un peu ça que j'aurais aimé apporter en tant que contenu plus long sur la chaîne YouTube, tu vois. Bien sûr, il y aura beaucoup de vidéos courtes, je pense à l'avenir, un peu plus de vidéos courtes. Et j'aimerais proposer ce genre de contenu plus visuel. Genre, tu te poses dans le canapé, tu regardes et puis tu passes un bon moment, quoi. Des petits documentaires, en fait. Comme ça se fait de plus en plus, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, si je tente mon 10 kilomètres, je pense que je ferai une petite vidéo dessus, tu vois. J'essaierai de le filmer pour partager un petit peu l'avant, le pendant, l'après. J'avais aussi pour projet de faire un marathon en off, en trail, un maratrail du côté d'Orsières-Merlette. Et ça aussi, je voulais le filmer parce que là-bas, les sentiers sont super jolis, mais toujours sur des formats longs, avec une belle mise en scène, etc. Voilà, j'ai toujours été sensible à l'image, au son. C'est pour ça que j'étais dans la musique d'ailleurs. Donc, j'ai pas les compétences de Tony. J'arrive à me débrouiller malgré tout, mais voilà, j'aimerais vraiment apporter quelque chose de visuel, en plus de ces petits formats courts conseils que j'apporte aux personnes qui s'y retrouvent en tant que débutants ou pratiquants un peu plus réguliers, tu vois, sur YouTube ou sur les autres plateformes, que ce soit Instagram ou même TikTok désormais, tu OK. vois. Ouais. En termes professionnels, du coup, comment est-ce que, cette chaîne YouTube, elle s'intègre un petit peu dans ton activité? YouTube, si tu veux, c'est vraiment le support qui m'a fait connaître. C'est vraiment mon support principal. Derrière, j'ai mis du temps à démarrer sur Instagram. Ça a été je suis arrivé à une période où c'était très dur d'avoir des followers à l'époque, donc vers 2018. Ils venaient juste de commencer à repenser leur algorithme, donc pour prendre des abonnés, c'était hyper difficile et ça l'est de plus en plus d'ailleurs encore aujourd'hui. Heu, tout a basculé aussi où c'est passé de la photo à la vidéo parce que TikTok a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et voilà, comme je m'intéresse un petit peu à tous ces trucs-là, donc j'ai vu que TikTok a vraiment bouleversé le game, tu vois? Et ils ont tous repensé leur façon de faire et à juste titre parce que ça marche. Aujourd'hui, là, je viens de voir la mise à jour de YouTube, par exemple. Quand tu ouvres YouTube sur l'app, mobile, qu'est-ce qu'il y a en premier? Des shorts maintenant. Il y a plus les vidéos qui sont proposées. Donc, si tu veux, tout ça évolue et donc, je m'adapte et je pense que c'est YouTube qui restera, la source principale, mais tout peut évoluer. Tout peut évoluer d'un claquement de doigts. Tu sais pas pourquoi, d'un jour au lendemain, peut-être que tu vas pouvoir, tu vas éclater sur Instagram, ou il y a quelque chose qui va se passer sur Instagram, ou tu vas un peu plus avoir de visibilité sur TikTok. Je pense que TikTok aujourd'hui, si tu t'y prends bien en fonction de ce que tu proposes, il peut y avoir encore une belle marge d'exploitation, tu vois? Au niveau de ton activité. Et j'intègre ça, bien entendu, à mon blog que j'ai créé, donc passiontrail.fr, où tous les articles, ou tout ce dont je parle en vidéo, généralement, je le synthèse dans un texte et je le mets en ligne sur mon blog aussi pour qu'il y ait de la visibilité. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai vu que ça a marché,
au niveau des programmes et tout. D'ailleurs, je sais qu'il y a une des vidéos, des exercices PPG. Quand j'ai vu que ça marchait super bien, je me suis dit: «Bon, ben, reprendre un peu mon savoir-faire et le proposer, professionnellement». Voilà, préparer des programmes comme je pouvais faire à l'époque, de façon la plus générale possible, la plus accessible possible et toujours avec cette volonté de bien faire, de rendre la chose vraiment accessible, visuellement, intuitive, tu vois? Donc je travaille beaucoup sur l'aspect qualitatif et quand je propose un produit, tu vois, je vais passer du temps dessus, mais je sais qu'au final, à chaque fois que je suis revenu dessus, j'étais fier parce que je savais que j'avais bien bossé dessus et que au final, vraiment, c'est voilà, c'est en adéquation avec ce que je voulais proposer. Que ce soit pour la OK. combinaison, que ce soit pour mes programmes, d'entraînement, que ce soit pour mon livre aussi. Le livre que j'ai fait tout seul, tu vois? Tout, rédaction, mise en page, tu vois? Donc et je peux être que fier de ça. Au final, avec le retour, des fois je me pose, je me dis: «Quand même, hein, ça a demandé du temps, mais voilà quoi, ça paye» et j'intègre tout ça, si tu veux, petit à petit en fonction de ce qui peut être demandé et c'est vrai que tout ce qui est relatif sur ma chaîne au renforcement musculaire, tout ça, ça marche plutôt bien. Parce que je me suis vendu tel quel, tu vois? Voilà, Ouais. donc on m'identifie plus à un gars qui fait de la prépa physique qu'à un mec qui fait du trail. Voilà. Mais je sais que voilà, en sport d'endurance, aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace qu'il y a 4 ans en arrière, ça c'est sûr, hein. OK. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qui te fait vivre, ce sont tes programmes de préparation physique? Non, non, du tout. Non? Non, 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 du tout. Non, pas encore. Aujourd'hui, j'ai pas encore cette, prétention de pouvoir en vivre, malgré que ça marche, très bien. J'ai un travail à côté. Je suis toujours OK. resté discret là-dessus. J'ai un salaire fixe qui rentre tous les mois et j'ai cette sécurité déjà. Ce qui m'empêche aussi d'un autre côté, tu vois? C'est le paradoxe de, me consacrer à 100 dans ce que je fais. Parce que quand je suis à mon travail, malheureusement, je peux pas travailler et c'est vrai que, ça me freine un petit peu, des fois dans le développement et la création de contenu. Donc alors écoute, je sais pas, peut-être qu'un jour il faudra que je prenne une décision, mais vu dans le contexte dans lequel on est, très compliqué de prendre des choix quand tu as une famille et cetera. Donc il y a vraiment des choses à peser pour, contre. Ma femme aussi, s'est lancée, dans autre chose, tu vois? Donc on est dans des phases chacun où on transite. Donc ma femme a une entreprise, tu vois? Donc elle s'est lancée dans autre chose aussi en parallèle de son entreprise, qui marche très bien, tu vois? Donc c'est des gros challenges et on essaye de faire, voilà, de peser la balance dans la vie, de tous les jours. Donc on voit comment ça fonctionne. Et puis j'espère un jour, j'aimerais vraiment, ouais, à terme, si, j'arrive à trouver quelque chose pour développer un peu plus, vraiment en vivre. Parce que je pense que le trail est quelque chose, qui est en pleine explosion, en pleine expansion. Ça se voit d'année en année en fonction des courses, en fonction de plein de choses. Et il y a vraiment quelque chose à exploiter et moi, de par, mon expérience, de prépa physique et sur plein d'autres aspects quoi, tu vois? Donc il y a plein de choses à développer. Il y a pas mal de produits à proposer si vraiment je voulais gagner ma vie avec. Le coaching, non, pas à l'heure actuelle. Je non, peut-être, vraiment, de façon, sporadique, mais à en prendre, tu vois, 2 3 pas plus. Vraiment pour le fun de dire: «Voilà, je coach quelqu'un», mais je me sentirais pas de me lancer, vraiment, tu vois, plein temps là-dedans. Ce serait plus vraiment une exception pour faire des tests, mais non. Je verrais plus, de vivre de ce que je fais avec Passion Trail sur la proposition de produits comme des programmes, comme, je sais pas moi, le développement d'une application, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent s'offrir à au trail aujourd'hui et au renforcement musculaire et ce côté d'athlète hybride qui devient de plus en plus populaire aussi. Mmh. Puisque quand je parlais de ça à l'époque, c'était on en était au balbutiement aussi de, tu vois, de l'athlète hybride. Donc là, ça devient de plus en plus populaire chez des youtubeurs que je vois, plus jeunes, tu vois, qui étaient très musculeux, qui se mettent à faire maintenant de la course à pied et tout. C'est très bien, tu vois. J'aime bien, moi, cet esprit de se dire, ouais, on va tester de nouveaux trucs et on sort un peu de ce contexte musculation et on propose d'autres horizons, d'aller faire des ultras, d'aller faire de la course à pied. Donc, je pense qu'au niveau développement produit, professionnel, il y a quand même un bel éventail, tu vois, vraiment à proposer aux personnes qui te regardent et que tu arrives à fidéliser quoi, en fonction de ce que tu proposes en contenu, quoi. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ton livre?
que tu viens d'évoquer? Ouais, alors mon livre. Alors attends, bouge pas. Hop là, il est là. C'est le dernier exemplaire. C'est le dernier exemplaire que j'ai gardé pour moi, du coup. Alors ce livre, j'ai eu l'idée de le faire le jour où je me suis préparé pour le marathon du Mont Blanc, donc le 42 kilomètres. Première grosse distance pour moi, du coup, puisque j'avais jamais fait de marathon auparavant. Et ce livre, en fait, pendant que je me préparais avec Véronique, parce qu'on s'était mis d'accord sur le fait ben, je me préparais et je partageais ça sur mes réseaux sociaux. Et moi, ça me permettait d'avoir un super suivi, d'apprendre sa méthode, tu vois, de me refamiliariser avec les sensations dont on parlait tout à l'heure. Et aussi de partager tout ça. Et de faire du coup un feedback. À un moment donné, tu vois, je cumulais tellement de données, je me suis dit: «Attends, je cumule tout ça, ça serait bien de le partager». D'autant plus qu'on était en 2021. On était encore en période un peu covid sévère, tu vois? Donc beaucoup de fermetures par-ci par-là, de confinement. Les salles de sport étaient fermées, donc j'ai fait de la prépa physique tout au poids de corps, quasiment. Donc je me suis dit: «Ouais, avec tout ce que je fais, au niveau, prépa, que ce soit en trail, course à pied et renforcement musculaire, pourquoi pas le partager?» Tu vois? Alors je me suis dit: «Ouais, mais ça va être un sacré boulot». Effectivement, c'était un sacré boulot, mais en fait, j'ai essayé de condenser tout ça là-dedans. Et bah, du coup, là aussi, tu vois, je me suis dit: «Non, j'ai bien fait de le faire parce que c'est une super trace, de tout ce que j'ai pu apprendre, au fil des années», tu vois? Donc dans ce livre, je parle de comment passion de traîner et cetera, donc je partage quand même pas mal de trucs en introduction, si tu veux. Et après, avant de rentrer dans la préparation physique, dans la prépa vraiment, proprement dite du défi, du marathon, il y a une belle intro et après, j'explique, comment je me suis entraîné avec Véronique. C'est bien détaillé, tu vois? Il y a plein de choses. Les sensations, comment ça évolue, hem, plein de trucs qui me sont propres à moi, tu vois? Qui peuvent donner quand même pas mal d'indices à des personnes qui veulent préparer ce genre de défi, qui ont plutôt un profil comme le mien, tu vois? Qui veulent faire un peu de musculation et de l'endurance à la fois. Comment arriver à mélanger les 2 sans trop se cramer, heu, les sensations, plein de trucs que je partage. Donc du coup, là-dedans, j'en ai fait imprimer, plus d'une centaine. Et bah, aujourd'hui, bon, j'ai plus fait réimprimer. C'est vrai qu'on me demande, mais malheureusement, j'ai pas les moyens, pas encore l'envie de me relancer là-dedans, dans l'impression, il reste le format numérique, voilà, qui est accessible toujours, mais c'est vrai que c'est pas le format papier. Et donc voilà, comme je te disais, c'est un ouvrage dont je suis vraiment très, très fier parce que, j'ai fait ça tout seul. Mise en page, tout ce qui est, côté visuel, graphique, pareil quoi, tu vois? Donc c'est, un livre qui présente pas mal de contenu pour les personnes, comme je te disais, qui veulent vraiment se mettre, dans les sports d'endurance, qui veulent se lancer des défis et qui veulent trouver un petit peu cet équilibre, et le témoignage de quelqu'un qui a fait ça avec, très peu de matériel, sans aller en salle de sport et juste, une paire de baskets et voilà quoi. Ouais, très intéressant. C'est un projet que tu as toujours eu de vouloir écrire un livre ou ça t'est Non, venu un petit peu, quand j'ai dit à mes potes que que j'écrivais un livre, puisqu'on était à l'école ensemble et tout, et bon forcément on a aussi, tu sais que dans la région de Marseille, on se chambre beaucoup. Donc j'ai eu droit à plein de petites chamberies sympathiques, tu vois? Mais voilà, qui l'eût cru, tu vois? Se dire que moi, un jour, j'écrirais un livre et même moi, si tu m'avais pris il y a 4 ans en arrière, tu me dis: «Ah mais tu écriras un livre, j'aurais dit: «Mais non, mais jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie». Et puis au final, tu cumules tellement d'informations et de données, de data, tu te dis, «Ouais, en fait, ça va vite». Tu peux arriver à tenir, tu vois, je pourrais faire une suite, par exemple, tu vois? Aujourd'hui, je pourrais raconter, en ces 2 années de passé, au niveau préparation, que ce soit musculation et entraînement, course à pied, je pourrais refaire, un truc, et c'était d'ailleurs un projet et c'est encore un projet avec un éditeur, dont je ne peux pas parler. Ça fait 2 ans que je repousse par rapport à ce qui s'est passé, parce que j'avais un projet de faire 4 courses sur une année, donc j'étais donc, en relation avec un éditeur chez qui, est, Véronique Billa. Et c'était un super beau projet, hein, de relater, tout ça, mais bon voilà, ça demande un gros travail, un investissement au niveau du temps, au niveau de l'organisation aussi, de toutes ces données-là. Et
Donc là, je m'en sentais pas encore et puis ces 2 dernières années où ça s'est pas super bien passé au niveau de la prépa, donc ça m'embêtait un petit peu de mais au final, après, je me dis que oui, ces petites anecdotes de passage à vide font que ça servira dans le livre plus tard. J'aurai des trucs à dire, mais ces moments-là sont importants aussi, dans le livre et j'en parlerai certainement. Voilà, quoi. OK. Bah, ça me fait une bonne transition pour, les 3 petites questions de la fin. Allez, Donc, vas-y, je t'écoute. 1re question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Je suis pas un gros lecteur, je te dis la vérité, je lis très peu, en œuvre, on va dire, en roman, tout ça, hein, très peu. Je lis, bah, forcément des livres qui sont, liés au sport ou des trucs comme ça. Mais, te dire qu'un livre m'a réellement marqué, je te dis la vérité, non, pas plus que ça. Des personnages peuvent, plus me marquer de par leur parcours sportif, heu et puis, tu vois, après tu en apprends sur eux, par-ci, par-là, mais j'ai jamais lu par exemple, tu vois, j'ai jamais lu d'autobiographie, parce que, j'ai peut-être un peu ce défaut aussi des fois de voir des biographies, de me dire, de vouloir peut-être un peu trop m'inspirer des fois, tu vois? Et puis ça c'est pas en corrélation avec ce que tu as vécu toi. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça, tu vois? Donc je regardais des gens et j'avais tendance à trop m'identifier et à perdre un petit peu ma patte personnelle. Moi, j'aime bien rester sur des images de sportifs, de dire: «Voilà, il a un parcours atypique, je vois ce qu'il fait, je le vois en interview». Mais d'aller, plus en profondeur, j'ai peur des fois de vouloir d'être un peu trop influencé, tu vois? Donc j'essaie de garder, le plus possible les pieds sur terre. Je sais pas si c'est la bonne solution, j'en sais rien, si c'est bien, c'est pas bien. Mais je préfère faire comme ça. Donc au niveau des livres, honnêtement, non, il y a rien qui me vient en tête. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup, j'en lis quelques-uns, tout ce qui est relatif au sport. Mais voilà, tu vois, il y a plein d'ouvrages qui sont populaires comme, Up, voilà, qui était une grosse, grosse œuvre de trail, de Kylian Jornet, sur l'entraînement, sur la prépa physique, tu vois? C'est super intéressant. Il y en a d'autres, hein, sur la prépa physique, il y a les livres de Véronique Billard, Révolution marathon, tu vois? Mais un qui m'a marqué en particulier, non. Voilà, non, OK. pas dans le sport en tout cas. 2e question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ta personne? Quel souvenir tu aimerais laisser derrière toi? Ah, je suis très barbant pour ça, hein. Je vais te dire la vérité, aujourd'hui, on a tous de l'ego, c'est certain, puisqu'on ferait plein de choses il y a plein de choses qu'on ne ferait pas si on n'avait pas d'ego, quoi. Enfin, on a tous de l'ego, voilà, on veut tous un petit peu briller par-ci par-là, c'est naturel, c'est humain. Par contre, moi, mon ego, il est vachement, limité, hein. C'est-à-dire que en fait, je te dis la vérité, je m'en fous. Je m'en fous de ce que je vais laisser derrière moi. Je m'en fous, je m'en contrefous totalement. Comme je te disais, je suis quelqu'un de solitaire. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Si ça apporte quelque chose à des personnes, que ça peut inspirer, à qui ça peut donner des forces, donner des idées, entreprendre quelque chose, j'en sais rien, tant mieux. Mais honnêtement, non, j'ai pas ce truc de dire: «Ah ouais, j'ai absolument envie de laisser une trace de moi». Je discute des fois avec des gars qui se disent: «Ouais, ma pire hantise, c'est de partir sans rien laisser derrière moi» et j'ai pas du tout ce point de vue-là, moi. On est que de passage sur terre, heu, qu'on soit connu, pas connu, je m'en fous. Je pense que c'est en fonction de ce qu'on fait, au jour d'aujourd'hui, dans notre entourage, avec nos proches, qui importe le plus. Le reste, c'est vraiment, du bonus dans ta vie à toi, mais j'attends de reconnaissance de personne. Tu vois, je fais des trucs, ça marche pas, je passe à autre chose. J'ai fait plein de choses dans ma vie, ça a pas marché, et c'est pas pour ça que, je me suis, morfondu dans mon côté, pourquoi les gens m'aiment pas ou pourquoi ça marche pas. Tu te poses des questions de pourquoi ça marche pas, c'est évident, mais personnellement, ça touche pas à mon ego, quoi. Voilà et j'attends rien, de personne, en fait. Voilà. Après, je parlais pas forcément de laisser une trace, tu vois, un immense impact, sur le monde, tu vois? Ça peut être Ouais. justement, j'ai envie, qu'on garde le souvenir de moi, que j'étais un bon père, que j'étais un bon mari, par exemple, tu vois? Ça peut être des choses, Ah, des trucs plus simples de la personnels vie, alors? quoi, ouais. Ouais, ouais, les trucs C'est simples de la vie? Oui, ouais, mais en fait, c'est à partir du moment où, tu rentres voilà, c'est ce que tu viens de le dire, tu as tout résumé. Si à partir du moment, je rentre dans des endroits où, en tant qu'esprit, tu sais, élevé après ma mort, je vois que des gens me parlent de moi: «Ah, il était sympa Damien, il était,
Il était, généreux, on pouvait lui demander n'importe quoi, il était, souriant, toujours gentil, jamais, voilà. Ça me va moi. Voilà, il avait son caractère, tu vois? Mais quand même, il était sympa, on rigolait bien avec lui, et voilà quoi. Il a été un bon fils, il a été un bon mari, voilà, moi j'entends plus, tu vois? Et autour de moi, c'est pas pour me lancer, des fleurs, hein, tu vois? Mais c'est ce que j'entends, donc voilà, c'est les retours que j'ai des personnes que je côtoie et ça me suffit. Je te dis honnêtement, à partir du moment, voilà, où, j'entends ça, moi je dis: «Ben, c'est que j'ai un bon fond, c'est que généralement les gens, ressentent ce que je suis vraiment, que j'ai un fond, gentil, que j'ai aucune, once de méchanceté en moi. Je suis quelqu'un de très calme. Après voilà, comme toutes les personnes de très calme, après on fait un peu bouteille de champagne quoi. Quand, ça va pas du tout et que ça passe un certain cap, ouais, on fait un peu, bouteille de champagne et ça peut être un peu trop violent. Mais dans l'ensemble, je suis quelqu'un de très gentil et si les gens retiennent ça de moi, ça me suffit. Bah, super. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Oui, d'ailleurs, ouais, je t'en parlais tout à l'heure. Ma première sortie longue ma première sortie longue en trail en montagne. Donc je m'entraînais en trail, c'est vrai que ici sur Marseille, il y a pas énormément de dénivelé, mais qu'il y en a quand même, hein. Il y en a, on peut arriver à faire pas mal de dénivelé, mais c'est vrai que sur mes premières sorties longues, je dépassais pas les 11-12 kilomètres et c'était quoi? Du 500, max 600 mètres de D+, tu vois? Et un jour, je dis: «Allez, je pars à la montagne, je sais où je veux aller, je connais bien le coin, je vais aller là, là, là». Je me fais mon tracé, sur une appli, sur internet. Je me cale un 15-16 kilomètres avec 1 200 de D+. Je dis: «Allez, c'est parti», avec des passages à 2 700 mètres d'altitude. Je comprends rien à tout ça, hein. J'arrive, voilà, avec la bite et le couteau, je sais rien du tout, tu vois? J'y vais vraiment, à l'arrache parce que j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants de ce que ça représente, le trail, tu vois? En montagne. Je pars avec une barre de céréales, mon sac d'hydratation, une poignée d'amandes et voilà quoi. Sauf que, évidemment, je cours plus d'1 heure et demie. En tout, je vais mettre plus de 4 heures, ouais, c'était un truc plus, ouais, quasiment 5 heures pour faire, déjà le trajet. Mais déjà, je pars, je gère très, très mal, mes intensités, je comprends qu'il y a un truc qui va pas parce que je suis en altitude, donc forcément je capte pas. Je dis: «Mais pourquoi je me sens pas bien et tout?» Je dis: «C'est l'altitude qui me fait ça», tu vois? Le temps de réaliser et comme j'avais couru un peu trop fort d'entrée, je me suis mis dans le rouge, très, très rapidement, totalement, en déplétion glycogénique, j'avais plus rien, j'étais en plein hypo. J'étais à 2 700 mètres d'altitude, le cœur qui battait, j'avais l'impression qu'il allait éclater, qu'il allait sortir de la poitrine, des sensations horribles. Et là, à 2 700 mètres, en plus, j'étais pas sur les sentiers, j'aimais bien un peu me détacher pour aller voir des cascades, des trucs comme ça, tu vois? Donc j'étais pas sur les trucs, les sentiers de randonnée, voilà. Et donc très difficile de mettre un pied devant l'autre, tout le temps essoufflé, des maux de tête incroyables. Et quand tu comprends que le portable ne passe pas à ce moment-là, tu te dis: «Ah mais s'il m'arrive un truc, compliqué là, comment je fais?» Donc c'est là où tu prends conscience, tu vois? Tu te dis, «Je suis pas au top». Donc je me suis pas affolé plus que ça, hein, j'ai toujours tendance à être très calme même dans les moments comme ça. Donc je me suis dit, «Bon, mais on va prendre notre mal en patience et on va redescendre doucement, quoi». Mais comme je te disais, c'est très compliqué parce que tu te dis, «Quoi qu'il m'arrive, je me casse une cheville, vraiment, je suis totalement immobilisé, je fais comment?» C'est là où j'ai commencé à prendre conscience, tu vois? Je me suis dit: «Ah, en montagne, il faut pas déconner quand même», tu vois? Parce que là, j'ai pas de réseau, qui je vais voir là? Ah, c'est en plus, je suis passé par un endroit où pas grand monde qui passait, il f et c'est là après où derrière, quand j'ai terminé, tu vois? J'ai repris conscience, je me suis équipé d'une balise GPS, quand je partais, tu vois, tout seul, au cas où. Et honnêtement, je suis parti avec ma barre de céréales et après au bout de 5 heures d'effort, quoi, j'avais une barre de céréales, 2 amandes, ça servait strictement à rien et c'est là que tu comprends que je mais n'importe quoi. Je suis parti pendant près de 5 heures et j'avais rien quoi, en nutrition, rien. Alors aujourd'hui, si je me voyais,
je me mettrais des gifles, quoi. Je me dis: «Qu'est-ce que tu vas faire?» C'est hyper dangereux, c'est hyper risqué et je suis parti avec donc une barre de céréales et c'est là où j'ai compris, j'ai dit: «Oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi». Je suis arrivé en bas donc ça a été une torture. J'avais des douleurs de partout, j'avais un début d'aponévrosite aux pieds, mal à la tête, même plus envie de manger tellement que j'étais exténué, tu vois? Et je me suis dit: «Non, non, non, c'est plus à faire, quoi» et c'est là où tu prends conscience, comme je t'ai dit, ça s'est bien terminé parce que voilà, tant mieux. Mais ça aurait pu, voilà, ça aurait pu être plus grave et je me dis: «Oui, il faut pas déconner, quoi». C'est des trucs sur lesquels il faut sensibiliser les personnes quand elles veulent faire des petites virées en montagne comme ça. Il faut pas trop improviser n'importe comment, tu vois? Il faut savoir ce qu'on fait et surtout au niveau du nutritif. Je pense que là, ma plus grosse lacune au départ, vu que je faisais pas de sport qui dépassait les 1h30 au niveau de la durée d'effort, c'était au niveau nutritif où j'ai appris, beaucoup, tu vois? Comment se nourrir sur des efforts, long terme. Qu'est-ce que tu peux, encaisser? Qu'est-ce que tu supportes plus ou moins, tu vois? Donc voilà et là, j'ai compris que voilà, sur un effort dépassant les 1h30, il fallait quand même que j'ai un apport nutritif, calorique quand même qui soit équilibré pour que je puisse tenir, quoi. Voilà. Donc c'est une expérience. L'hypoglycémie, violente, c'est vraiment une expérience que je souhaite à personne parce que ça fait vraiment mal, psychologiquement et physiquement, tu vois? Là avec l'alti et c'est là aussi où j'ai compris que j'étais très mauvais récepteur à l'altitude. Je suis quelqu'un qui voilà, pour aller m'entraîner à l'altitude, il faut pour moi, c'est un calvaire. Je perds énormément en performance et il faut que je monte un petit peu avant, tu vois? Pour m'adapter si j'ai envie de faire quelque chose. Donc c'est un handicap de plus. Donc il y avait l'altitude, il y avait, le manque de bouffe, l'hydratation encore, ça va parce qu'il y avait quand même pas mal de cours d'eau autour de moi, donc j'arrivais à boire, mais c'est l'hypoglycémie, c'est terrible, terrible. Tu as plus de force, mettre une jambe devant l'autre, c'est super difficile, impossible de reprendre ton souffle, tu as l'impression que ton cœur, va sortir de ta poitrine, enfin c'est l'enfer, quoi. Donc voilà, l'une de mes, expériences, une de mes pires expériences en solo, tu vois? Que j'ai vécu, en trail lors de mes premières sorties longues en montagne. Bah, je te remercie, on va terminer là-dessus. Très Merci bien. beaucoup, de m'avoir accordé un petit peu de ton précieux temps. Ben C'était je un t'en plaisir. prie, c'était un plaisir, je te souhaite bon courage pour la suite et bah, c'est comme tu veux. Voilà, si jamais un jour tu veux revenir, pas de problème. Bah, merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que, tu veux nous partager un petit peu les liens sur lesquels, les gens peuvent te retrouver? Ben oui, alors, aujourd'hui, je suis présent sur, Facebook, sur YouTube, bien évidemment, sur Instagram, sur Strava aussi, où je partage maintenant pas mal d'activités, que ce soit en course à pied, trail ou musculation. Je partage mes séances. Donc il y a pas mal d'exemples. On en parlait tout à l'heure, endurance de force, force mystique, et cetera. Donc on voit les mouvements que je fais, et cetera. Je partage ça, sur des tableaux qui sont bien détaillés et bien sûr, sur TikTok, là, récemment, où j'ai commencé un petit peu à poster pas mal de contenu, tout ce que je poste en général sur Instagram, je le poste en parallèle aussi, sur TikTok. Donc voilà et bien sûr passiontrail.fr qui est le blog de référence, là où on peut trouver tous mes produits et cetera. Ça marche. Bah, sur ce, je te souhaite, une bonne fin de journée Merci et beaucoup de à toi réussite pour la aussi. suite. Merci beaucoup, bonne journée à toi. Salut Elodie. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.